1er avril. Il est 9 heures, je lis cette phrase de Michel Déon. Mais vous savez, malgré toute ma volonté, la solitude est la chose la plus difficile à protéger. Quand la porte s'ouvre violemment. 4 pêcheurs pénètrent dans la cabane sans sommation, avec cette énergie que les Russes mettent dans les choses. Les types viendraient me casser la gueule, ils ne procéderaient pas autrement. Ils claironnent de joyeux saluts. Je n'ai pas entendu le moteur de leur camion. Ils vont à Sévérobaïkalsk vendre le poisson pêché au sud de la réserve. De peur, j'ai renversé le thé sur l'exemplaire du taxi mauve. Il y a Sacha, aux doigts coupés, ma vieille connaissance, Igor, à qui il manque aussi des phalanges, rencontré il y a 5 ans sur la glace, Volodia T. et Andrei, un bourriate que je n'ai jamais vu. Je fais les bons gestes, couper des lamelles du saucisson qu'ils ont déposé sur la table, ouvrir une bouteille et disposer les verres. Nous entreprenons de nous saouler. Je prie chacun de me dire où il a passé son temps de service militaire. Volodia fut tankiste en Mongolie, un verre au tankiste. Sania, radio sur les rivages de l'océan Arctique, un verre au rivage de l'océan Arctique. Igor, matelot en Crimée, un verre à la flotte. Et Andrei, artilleur en Tcherkessie, un verre à la politique russe de pacification du Caucase. Les affectations des conscrits russes sont des poèmes de Sandrars. Ma caméra est posée sur l'étagère, j'appuie sur le bouton. La conversation monte, soutenue par la brûlure de la Kedrovaya à 40 degrés. Retranscription de la conversation du 1er avril. Sania. Je me dis bordel de merde. Moi. Demain sera demain. Sania. Frères ivrognes, alcoolo. À Igor en le servant. Et toi, tu ne bois pas? Bravo. André. Que tout aille bien. Tout, ça veut dire tout. Amour, famille, tout. Moi. Vous revenez d'où? Sania. Du Cap Chartla. Il y a ce pauvre gars, il est en train de crever là-bas. Pendant tout l'hiver, il a passé son temps à crever. Igor. Sans nana, sans personne, seul. Sania. C'est la faute de son chef. Il l'a abandonné pour l'hiver et il ne l'approvisionne pas. Moi. C'est qui son chef? Sania. C'est ce putain, machin, cet enculé, le chasseur. Igor. L'autre jour, je lui dis, tu n'as pas de cartouche pour le fusil? Et lui, non, les loups viennent à quelques mètres, je jette des pierres pour les chasser. Sania. Quand on passait à côté de Chartla, on a vu des traces de loups sur la route. Andrei. Bien grande, large comme ça, et bien fraîche, putain de bite. Sania. Et lui, le gars, à 4 heures du matin, il est sorti. Il a vu leurs yeux briller à 10 mètres. Et alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas tiré, que je lui dis? Et lui, je n'ai pas de cartouche. On est retourné le voir en janvier, son chien était crevé. Il n'avait rien eu à manger du tout. Le chien était attaché à la chaîne. Il a crevé de faim. Les chiots, Andrei, ils ressemblaient à des squelettes. Moi. Mais et lui, qu'est-ce qu'il mange? Sania. Je ne sais pas. Igor. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas approvisionné. Mais c'est quoi cet homme qui a faim dans la forêt? Sania. Merde. Et pendant tout l'hiver, des camions passent à côté et personne ne s'arrête et on ne lui envoie aucune provision. Igor. C'est la première fois que je vois ça. Un gars vit tout seul comme ça et tout le monde s'en fout. Même une bite ne resterait pas dans son putain de trou. Sania. Et il a l'air heureux pourtant. Moi. Mais c'est un esclave. Sania. C'est vrai, je n'osais pas dire le mot, c'est un esclave. Volodia. Un nègre on dit aussi en russe. Andrei. Même un esclave on ne le torture pas comme ça. Igor. Non. Sania. Il a un très mauvais maître. C'est un maître de merde, ce n'est pas un maître. Moi. Mais il n'avait pas le choix. Il n'aurait pas pu rester dans son village sans travail, sans argent. Igor. Mais là non plus, il ne touche rien. Sania. Il est peut-être mieux ici. S'il était resté dans son village, Igor, il serait déjà mort d'alcoolisme. Sania. Oui, il serait déjà mort d'alcoolisme. Igor. Bien sûr, bien sûr. Sania. Et là au moins il est vivant. Andrei. Voilà, vivant. Volodia. Au fait, c'est la crise, Sylvain. Il paraît que l'Europe ne va pas bien du tout. Surtout la Grèce, elle est tombée, elle est à genoux, c'est foutu. Moi, c'est foutu? Igor, foutu. Volodia, tu ne pourras plus rentrer. Sania, c'est la Grèce qui t'a fait ce coup. La Grèce est complètement dans la merde. Volodia, oui, dans la merde. Igor, oui, c'est une grande catastrophe. Volodia, foutu de foutu. Et il y a des révoltes là-bas. Sania, oui, des révoltes, des gens qui courent en hurlant. Igor, un bordel démocratique. Sania,
Il est encore heureux qu'en 1812, nos Cosaques aient appris aux Français à se laver et à se nettoyer le cou. Ils n'allaient jamais au bain avant ça, vous imaginez? En 1812, les Cosaques leur ont construit des bagnas. C'est un fait historique. C'est pour ça qu'ils avaient inventé les parfums. Pour cacher les mauvaises odeurs des corps et les mauvaises odeurs des villes. Ça puait partout, la France. Nos Cosaques qui y sont venus en 1812, ils leur ont appris à se laver dans les bains. Je vous assure que c'est vrai. Igor, catastrophe, cauchemar, les gars. Cauchemar, catastrophe, cataclysme. Ce sont des mots français. Sylvain m'a dit. Sania, c'est pas étonnant. Volodia, putain. L'enregistrement se termine ici. Les Russes adressent encore quelques toasts à des choses extravagantes, puis sans coup férir, ils crient qu'il faut se tirer putain de bite, et ils remettent leurs vestes, et ils insultent leurs gants, et leurs bonnets, et leurs écharpes, et l'un d'eux envoie un coup de pied dans la porte en la traitant de bite, et me laissant le bon saucisson à peine entamé de moitié, il démarre, et je reste là, sur la grève, un peu sonné, au seuil d'une journée, bousillée par la vodka. À chaque fois que les pêcheurs russes visitent ma cabane, j'ai l'impression que la division de cavalerie est venue bivouaquer dans mon potager. Fatalisme, spontanéité, despotisme, les traits du caractère mongol ont été inoculés dans le système veineux slave. Le nomade affleure sous le bûcheron. L'affreux marquis de Custine avait raison. La Russie est chargée de traduire l'Asie à l'Europe. Moyennant quoi, je passe 1 heure à remettre de l'ordre dans mon intérieur défait. 2 avril. Il a fait -20 cette nuit, et j'ai enfin cloué des bandes de feutre sous la porte. Au matin, je bois le thé en regardant les messages du givre sur le carreau. Qui saurait les déchiffrer? Y a-t-il une écriture cachée dans ces choses? Ce soir, je réussis enfin mes crêpes. Des crêpes comme des enfants, ne jamais les laisser sans surveillance. J'invente le blini fourré à l'omble tacheté. D'abord pêcher un omble, couper du bois, faire du feu, cuire le poisson dans les braises avec de l'aneth, confectionner des blinis, avec quelques gouttes de bière si vous manquez de levure, dépioter la chair du poisson sur le dos d'un blini, en mettre un autre par-dessus, faire passer le tout avec 25 centilitres de vodka à température ambiante. Je dîne, les yeux par la fenêtre. Il y a des gens dont les repas proviennent exclusivement d'un paysage étendu dans leur champ de vision. C'est une définition de l'Éden. Vivre replié dans un espace que le regard embrasse, qu'une journée de marche permet de circonscrire et que l'esprit se représente. Mes dîners du Baïkal contiennent un faible rayonnement d'énergie grise. L'énergie grise explose quand la valeur calorifique des aliments est inférieure à la dépense énergétique nécessaire à leur production et à leur acheminement. L'orange, que l'on offrait jadis à Noël, était un trésor. On la savait gonflée d'énergie grise, et l'on appréciait le prix du voyage. Un poisson-chat tiré d'un méandre du Mékong par un pêcheur laotien et grillé sur la rive du fleuve irradie d'une énergie grise nulle. Mes ombles, cuits à quelques mètres du trou de pêche aussi. Mais le steak argentin, provenant d'un bétail nourri au soja dans les estancias de la Pampa et transporté à travers l'Atlantique jusqu'en Europe, est frappé d'infamie. L'énergie grise, c'est l'ombre du karma, le décompte de nos péchés. Un jour, nous serons sommés de les payer. Liste de quelques repas historiques à faible quantité d'énergie grise. À compléter. La manne tombée du ciel aux pieds du peuple juif. Les jeunes vierges offertes au Minotaure par les Athéniens. Le pain et le vin de la Seine. Le vin des noces de Cana. Les enfants de Médée. Le sang pompé en pleine steppe par le cavalier tatar qui colle ses lèvres à l'incision pratiquée sur l'encolure de son cheval. Les déjeuners de Saint-Pacôme en son désert, à base de lézards séchés. Les missionnaires chrétiens arrivés sur les îles malayo-polynésiennes en bateau à voile et accommodés au courbouillon par des sauvages. Malgré les apparences, les ours tués dans le zoo de Kiev par des Ukrainiens affamés après la chute de l'Union soviétique contenaient une énergie grise importante. Il avait fallu acheminer les bêtes de Sibérie et les élever dans les conditions de la captivité. Il y a 40 ans, les survivants d'un accident aérien dans les Andes survécurent avec la chair de leurs semblables. Ils se gobergèrent d'un repas à haute teneur en énergie grise. La viande était venue par avion.
Sur le linteau de la cheminée de Diane de Poitiers, cette expression est gravée. Nul plat venu d'ailleurs. Se nourrir du produit de son voisinage était alors un honneur. Avoir du sang picard, lorrain ou tourangeau signifiait cela, irriguer ses veines avec les fruits de son terroir. Le sang des pêcheurs du Baïkal s'enrichit des nutriments du lac et de la forêt. L'humus, l'eau et l'air sibérien pulsent en leurs artères. Le droit du sol devrait être considéré à la lumière de ces constatations biologiques. Le sang, puisant à la substance du sol, l'identité d'un être s'enracinerait dans l'espace géographique qui le nourrit. Si l'on avale des boîtes de conserves importées, on est citoyen du monde. 3 avril. J'ai commencé le Crusoé de Defoe, achevé le Robinson de Tournier et le Robinson des mers du Sud, récit des 6 années de Tom Neal sur l'île déserte de Souvarov. On peut établir un certain nombre de caractères propres aux naufragés. Ces traits communs dessinent la figure archétypique du solitaire jeté sur un rivage. Sentiment d'injustice au moment du naufrage suivi de malédiction à l'endroit des dieux, des hommes et de la marine à voile en général. Naissance d'un léger syndrome mégalomaniaque. Le naufragé se persuade qu'il est élu. Sensation d'être le seigneur d'un royaume et de régner sur les sujets animaux, végétaux et minéraux. Je pouvais, s'il me plaisait, m'appeler roi ou empereur de cette contrée rangée sous ma puissance. Je n'avais point de rivaux, dit le Robinson de Defoe. Besoin de confirmer sans cesse le bien fondé de la vie solitaire en se pénétrant à tout propos de la beauté de cette existence. Oscillation contradictoire entre l'espérance d'une prompte délivrance et la répulsion du contact avec un semblable. Panique à la moindre intrusion d'homme sur l'île. Empathie avec le monde naturel. Elle peut mettre plusieurs années à naître. Souci d'alterner les temps d'action, de méditation et de loisir selon un rythme très codifié. Tentation de transformer chaque moment de l'existence en un jeu mis en scène. Sentiment légèrement euphorisant de tenir un rôle de veilleur en marge d'une humanité dévoyée. Risque de contracter le syndrome de la tour d'ivoire, dont la forme grave consiste à se considérer à la fois comme le dépositaire de la sagesse universelle et le rédempteur des péchés des hommes. 4 avril. Aujourd'hui beaucoup lu, patiner 3 heures dans une lumière viennoise en écoutant la pastorale, pêcher un omble et récolter un demi-litre d'appât, regarder le lac par la fenêtre à travers la fumée d'un thé noir, dormi un peu dans les rayons du soleil de 16 heures, débiter un tronc de 3 mètres et fendu 2 jours de bois, préparer et manger une bonne cacha et penser que le paradis n'était pas ailleurs que dans l'enchaînement de tout cela. 5 avril. Des rafales dans la nuit. Le vent du nord malmène la lisière du bois jusqu'à midi. Le thermomètre est à moins 23 degrés. Il est joli le printemps. Dans le redout de l'après-midi, j'entreprends la construction d'une table. De grosses branches de cèdre pour les pieds, des tasseaux pour le cadre, et par-dessus, 4 planches de bois qui dormaient sous l'auvent. Je passe 3 heures à travailler, et au soir tombant, j'ai ma table. Je l'installe dans la neige, sur la plage, au débouché de la clairière, devant le cèdre en conque. Puis je m'assieds sur un rondin, dos contre le tronc. Ces gens qui vous interdisent de mettre les pieds sur la table, ils ne savent pas la fierté de l'ébéniste. Le soir, je fume un partagaz dans le froid, accoudé à mon nouveau bastingage. Cette table et moi, nous nous aimons déjà beaucoup. Sur cette terre, il fait bon s'appuyer sur quelque chose. Cette vie procure la paix. Non que toute envie s'éteigne en soi. La cabane n'est pas un arbre de l'éveil bouddhique. L'ermitage resserre les ambitions aux proportions du possible. En rétrécissant la panoplie des actions, on augmente la profondeur de chaque expérience. La lecture, l'écriture, la pêche, l'ascension des versants, le patin, la flânerie dans les bois, l'existence se réduit à une quinzaine d'activités. Le naufragé jouit d'une liberté absolue, mais circonscrite aux limites de son île. Au début des récits de Robassonade, le héros tente de s'échapper en construisant une embarcation. Il est persuadé que tout est possible, que le bonheur se situe derrière l'horizon.
Rejeté une nouvelle fois sur le rivage, il comprend qu'il ne s'échappera pas et, apaisé, découvre que la limitation est source de joie. On dit alors qu'il se résigne. Résigné, l'ermite? Pas davantage que le citadin qui, hagard, saisit soudain sous les lampions du boulevard que sa vie ne lui suffira pas à goûter toutes les tentations de la fête. 6 avril. Au IVe siècle, dans la Haute-Égypte, les ergues du Wadi an-Natroun grouillaient de moines en haillons. Les anachorètes couraient au désert dans les pas de saint Antoine et de saint Pacoum. Leurs regards maladivement lumineux éclairaient des visages recuits. Le réel les horrifiait. Pour eux, vivre avilissait. Spectres nourris de lézards, ils refusaient le monde, craignaient ses saveurs. Leurs sensations étaient leurs ennemis. S'ils rêvaient d'une cruche d'eau, ils pensaient que Satan les tentait. Ils voulaient mourir pour gagner l'autre royaume, celui que les Écritures garantissent éternel. L'ermite des taïgas se tient aux antipodes de ces renoncements. Les mystiques cherchaient à disparaître au monde, le forestier veut se réconcilier avec lui. Ils attendaient un avènement qui n'était pas de cette vie, lui cherche le surgissement de brèves joies, ici et maintenant. Il voulait l'éternité, il traque l'exaucement. Ils espéraient mourir, il aspire à jouir. Ils haïssaient leur corps, il aiguise ses sens. En résumé, si l'on veut passer un bon moment autour d'une bouteille de vodka, il vaut mieux tomber sur un solitaire des forêts que sur un fou de Dieu perché sur sa colonne. En ces déserts, la rencontre avec un semblable constituait un événement. Les anachorètes oubliaient le visage humain et quand un visiteur surgissait, nombre d'entre eux tombaient à genoux, convaincus de l'apparition d'un démon. Ce qui m'arrive quand Volodya T déboule ce matin. Il est venu en jeep récupérer ses affaires. Pourquoi cette foutue porte ne s'ouvre-t-elle jamais sur une championne de ski danoise venue fêter ses 23 ans sur les bords du Baïkal? Une vodka? Dis-je à Volodya. Non, dit-il. Tu ne bois pas? J'ai arrêté. Quand? Il y a 20 ans, avant de venir ici. Un jour, je me suis réveillé et ma femme et mes enfants étaient partis. La famille, c'est mieux que l'alcool. Depuis, ils sont revenus, mais je n'ai pas repris. Bien, ta nouvelle vie à Irkoutsk? Pas fameux. Pourquoi? L'argent. Je suis toujours obligé de tirer des ours. Une peau, je la vends 6 000 roubles, le salaire d'un mois. J'en ai promis à 2 ou 3 personnes qui m'ont versé l'argent. En France, on a un proverbe sur les gens qui vendent la peau de l'ours avant de... je sais, ne m'en parle pas. Nous aussi. Vraiment pas une petite vodka? Non, je te dis, putain de bite. 7 avril. 1 heure entière à nettoyer la cabane. Mon balai de roseau fait des merveilles. Je passe un coup d'éponge sur la toile cirée et astique les carreaux à la vodka. Comme ces jours de nettoyage, je prépare mon bagna. Le soir, propre comme un rouble, je suis à la table avec la vodka dans mon verre. La cacha qui chauffe, le thé sur le poêle, les bougies qui pleurent et le lac qui grince. Chacun à sa place, accomplissant son devoir. Le baromètre chute brutalement. J'entends siffler la cime des cèdres.